seul, en famille ou avec des amis. Et l'été s'achève actuellement, vous vous en rendez compte. Et je dois dire que l'équipe d'animation de ce centre souffle un grand coup. Nous comptons actuellement 500 000 visiteurs, 500 000 personnes qui sont entrées dans ce centre. Ça représente plus de 7 fois la ville de Calais. C'est quand même très important. C'est donc l'occasion pour nous de vous expliquer ce qu'attend le public, ce qu'il découvre également et comment ils perçoivent votre travail sur le chantier. Le centre d'information d'Eurotunnel n'a pas désempli cet été, avec des pointes de 8000 visiteurs par jour. Sur 10 personnes accueillies, 2 sont étrangères et 5 habitent le Nord-Pas-de-Calais. Un lieu important pour promouvoir votre travail et annoncer la future exploitation du tunnel. Il est certain qu'Eurotunnel est attaché à avoir une image dans le public qui seront les futurs voyageurs. Donc pour nous, il est important d'accueillir tous ces futurs voyageurs et de leur montrer les travaux à l'heure actuelle et ce que sera le système de transport demain. L'image que l'entreprise donne à travers ce centre conditionnera le trafic. Une exposition retrace l'origine du projet et les travaux en cours, sans oublier la vitrine aux gadgets. Et devinez ce qui se vend le plus. Ce qui est moins cher. Sinon, les stylos, bon, les cassettes, énormément, donc je pense que les films doivent quand même plaire. Ensuite, la documentation, parce que malheureusement, on a que des brochures classiques, donc là, tout ce qui est technique est en vente. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Les autocollants, parce que tout le monde veut se balader avec l'autocollant sur sa voiture. Vous êtes nombreux à amener ici votre famille, vos amis. Votre venue au centre d'information participe évidemment à la promotion du chantier du siècle. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'ils continuent à y venir, comme ils y viennent, puisque, comme vous le savez, les travailleurs de TML ne paient pas avec leur famille, donc ils sont les bienvenus, et ils sont un peu nos ambassadeurs, parce que je crois que chaque fois qu'ils reçoivent un cousin de la famille, etc., ils viennent assez régulièrement au chantier. Et finalement, ils sont nos ambassadeurs quelque part. Pour la saison prochaine, l'exposition sera réactualisée et on insistera sur l'accueil des groupes. D'autre part, pour éliminer la frustration du visiteur qui ne peut pas descendre dans le puits, on retransmettra des images de l'activité du chantier. Et bien évidemment, l'équipe d'animation vous attend toujours en nombre. En général, ils s'y connaissent pas mal, bien sûr, puisque ceux qui travaillent dans le puits commencent à expliquer la grande photo, là, et puis évidemment, tout le monde commence à se grouper autour et puis à écouter. Alors donc, plus ça va, plus ils parlent fort, quoi. Puis comme ça, il y a une cinquantaine de personnes autour, bon, ça nous soulage un peu, quoi. Ce merveilleux fou du volant avec sa drôle de machine, sa pétarade, Jean-Claude Herry, locotractoriste au T2, ne vit que pour ses bolides, ou presque. Membre actif du club Boulogne Automodélisme, il passe ses loisirs à courir les circuits en miniature. Ce qui attire beaucoup dans ce genre de sport, c'est le bruit déjà, l'impression de réalité. Il existe aussi le même genre de compétition, mais en voiture électrique. Mais on n'a pas l'impression de vitesse, d'ambiance de circuit, vraiment. C'est ma première saison, donc enfin, j'ai déjà fait 2 courses l'année dernière. Une fois 6e au final, une fois première en demi. Donc là, cette année, j'ai décidé de passer à l'échelle supérieure. On lui souhaite bonne chance. La préparation des petits bolides est minutieuse. Tout est prévu comme dans les écuries de Formule 1. Pneus pluie ou terrain sec est mise en condition qui prend souvent plusieurs heures pour des vitesses de pointe de 80 km/h. Et quand on est passionné d'un sport, car le modélisme est un sport, on aime partager avec d'autres ses sensations. Il y a à l'heure actuelle 5 gars de TML qui font partie de mon club de Boulogne-sur-Mer. Ouais, et ce n'est qu'à début. Et bien voilà, comme promis, nous allons maintenant fêter ensemble le premier anniversaire de ce rendez-vous mensuel que vous connaissez bien maintenant. Monsieur Matron, je voudrais vous présenter Pascal Dupuis. C'est le 1000e embauché du tunnel. Et nous l'avons invité d'une part pour souffler la bougie dans quelques instants, et également pour tirer au sort, puisque vous avez eu l'occasion de participer il y a quelques semaines à une enquête sur la communication interne à TML, et puis on vous proposait de participer à un tirage au sort. On va le faire maintenant. Alors il y a 5 lots à gagner. On va commencer avec le premier. J'ai donné les numéros, puisque l'enquête était anonyme, et vous reconnaîtrez évidemment. Alors, le 1089 gagne un bon d'achat de 3000 francs. On va continuer, vous en tirez 2 autres tout de suite, pour gagner là 2 bons d'achat chacun. Alors voilà, le 1478, un bon d'achat de 1000 francs.
Et le 2884, également un bon d'achat 2000 francs. Et encore deux autres pour terminer. 1 et 2, merci monsieur Dupuis. Alors, un bon d'achat de 500 francs pour le 1618 et un bon d'achat de 500 francs également pour le 1558. Voilà, alors vous vous adresserez, si vous êtes titulaire de ces numéros, rue Molien, vous demandez Madame Béal et on vous remettra vos bons d'achat. Maintenant on va passer au gâteau d'anniversaire, alors c'est vous qui allez souffler, et puis derrière on va applaudir, ensuite quand même on va manger j'espère. On y va? C'est parti. Voilà. Votre magazine TML est à l'image de la vie sur le chantier. Tout bouge, tout évolue, tout se transforme chaque jour un peu plus. En tout cas, c'est pour moi un plaisir de prendre la relève pour ce magazine numéro 13, véritable édition charnière entre les formules passées et celles à venir. Mais tout de suite, place à ce qui se passe sur le chantier avec un certain nombre de sujets que nous avons préparés pour vous, et particulièrement ce dossier consacré à l'Exor, c'est le système de pompage des eaux mis en place sur le terrain. Dans le tunnel, l'eau est une invitée dont on se serait bien passé. Une invitée encombrante qu'il faut maîtriser partout et à tout moment. Cette histoire d'eau n'est pas simple. C'est un système complet de pompage, depuis le fond jusqu'au recyclage en surface, qui est mis en place au fur et à mesure de l'avancement des tunneliers, comme le montrent ces images d'installation des pompes sur le T2. Des pompes qui se succèdent chaque kilomètre et dont la pose demande un travail de précision au beau milieu de la circulation des véhicules de chantier. On a pu se débarrasser de cette eau en prenant au départ un certain nombre de précautions. Mais malgré cela, des infiltrations sont constatées, soit en permanence, soit accidentellement. Le système Exor a donc été conçu pour capter et évacuer ces eaux d'infiltration. Voici d'ailleurs le fonctionnement de ce système. Monsieur Vampen fait le point sur l'évolution de l'installation des pompes. Bon, des stations de pompage, on en a tous les PK, c'est-à-dire à tous les points kilométriques. Pour l'instant, au T3, on est arrivé au PK1. On va bientôt démarrer le PK2. Au T1, nous sommes arrivés à la 4e station, nous allons bientôt attaquer la 5e. Au T2, nous allons monter 2 stations. La 3e va suivre dans la foulée. Par contre, question fiabilité, pas de problème, on est au sec. Hein. Contrairement aux années 73 à la descendrie, avec le capuchon et les bottes, toute la journée, et puis vraiment que ça coulait, il y a une différence parce que là on travaille quand même au sec, tel qu'on est habillé là. Quoi. Je pense que là, cette fois-ci, on devrait rejoindre les Anglais, ça va être mouillé quoi. Suivons maintenant le cheminement des eaux recueillies dans les puits avant d'être traitées en surface. Jacques Herbert, responsable de la station de traitement des eaux, nous explique le fonctionnement de cette installation. D'abord le premier bassin où arrive l'Exor qui tourne actuellement autour de 250 litres seconde. La boue des bassins coagulation arrive presque par cette grille, déversée dans ce petit bassin. La boue est déposée dans le fond. La pompe Toyo pompe uniquement la boue. La fin de l'Exor se termine donc dans ce dernier bassin où la boue et l'eau arrivent en même temps. La boue se dépose dans le fond du bassin où une grosse hélice tourne sans arrêt pour brasser la boue. Et l'eau claire ressort dans les caniveaux là, sur les côtés. Cette eau claire est rejetée dans le bassin tampon, qui est ensuite rejetée en mer. L'eau que vous voyez sur le côté va dans le bassin traiteur qu'il y a près des vestiaires. Ce bassin sert à laver en fond de puits. L'Exor est géré depuis un poste de contrôle central. Bernard, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe du synoptique devant lequel nous nous trouvons là à l'instant? Donc le synoptique va permettre aux opérateurs qui seront à leur poste pendant 24 heures de visualiser
l'état du réseau d'exor en tunnel. Combien existe ce type de réseau? Donc il y a 2 réseaux par tunnel, un réseau d'exor permanent et un réseau d'exor secours. L'exor de réseau permanent, c'est une station par kilomètre, avec une station de tête qui permet un débit de 100 litres seconde. Le réseau d'exor secours, c'est une station de tête qui, elle, va permettre d'évacuer les eaux qui pourraient venir d'une défection du tunnel ou des travaux annexes. Comment sont ramenées les informations depuis les galeries jusqu'à ce synoptique? Par des automates d'abord qui prennent les informations des différentes pompes, de l'état des pompes, et ensuite qui sont connectés à un réseau qui tourne à 50 000 informations binaires par seconde et qui met à jour les informations. C'est-à-dire que là, par exemple, on visualise l'état des pompes. Quand vous avez un rouge fixe, ça signifie que la pompe est à l'arrêt. Quand vous avez un vert fixe, ça signifie que la pompe est en marche. C'est donc une installation qui est contrôlée 24 heures sur 24, en temps réel. À chaque fois qu'il y aura un défaut ou un changement d'état de pompe ou de niveau, tout sera consigné sur les imprimantes. Nous allons essayer, au fil des magazines à venir, de mieux vous faire connaître les équipes japonaises travaillant sur le chantier. Et tout de suite, un clin d'œil à l'équipe Kawasaki, surprise au moment de sa gymnastique matinale. Le 9 octobre, une poutre de 150 kg est tombée sur M. Lassen Tawarda, qui travaillait dans un rameau de communication. Il doit la vie sauve à son équipement de sécurité. Nous lui avons demandé comment cela s'est passé. Oui, sur ma tête, après la jambe. C'est ça, heureusement, s'il n'y a pas de casque avec ça, c'est fini. Tu as vu les bottes qu'on m'a collées et mon casque qu'on m'a collé, c'est pas ça, c'est qui m'a sauvé ma vie, tout ça. Je ne travaille pas sur un casque, sur les bottes. Hein. Ouais, toujours on met sécurité. Armez-vous contre tout danger. Bonjour. Bonjour. J'avais 7 ans. Je jouais avec mon père chez ma tante qui avait
un petit billard dans un café, quand mon père avait fait un petit tiercé. On s'amusait tous les deux, jouait une petite heure avec. Et puis un jour, je me suis dit, j'aimerais bien le battre. Et puis j'ai eu l'occasion de connaître des gens qui jouaient beaucoup mieux que moi au billard, qui connaissaient le billard, un petit peu les différentes techniques pour regrouper les billes, etc. Et je me suis mis en rapport avec eux, j'ai commencé avec eux. Vu que je progressais assez rapidement, je me suis dit pourquoi pas, j'ai acheté des bouquins, des cassettes vidéo, puis je me suis mis à m'entraîner longtemps, tout seul, tous les jours, 1 heure, 2 heures. Et vous êtes arrivé à un stade de compétition de haut niveau? Haut niveau, assez haut niveau pour la région. Je suis en 4e catégorie à la libre, il faut savoir qu'il y en a 12. Et je suis en 3e catégorie au cadre. Et actuellement dans la région Boulogne, Calais, Dunkerque et Saint-Omer, on est à 4 joueurs à faire cette compétition. Et ça vous demande un entraînement, je suppose, très régulier, très fréquent? Journalier. Il faut compter une moyenne de 2 heures tous les jours. Est-ce que vous avez un objectif précis dans cette progression, dans la pratique du billard? J'aimerais bien jouer un jour en 1re catégorie. Je sais que c'est très difficile. Il y a très peu de joueurs en France qui jouent. Il y en a à peu près une cinquantaine peut-être. J'espère arriver dans les 50 meilleurs en France pour jouer avec les grands. Et qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette pratique-là plutôt qu'une autre? Je suis un petit peu, comment dire, un perfectionniste. Et j'aime pas l'à peu près, donc au billard, l'à peu près, ça ne pardonne pas. Une grosseur de bille, c'est une grosseur de bille bien exacte, il faut la jouer exactement comme ça. Ça demande pas l'à peu près, donc il faut travailler beaucoup, énormément pour y arriver. Et ça demande, je suppose, aussi un gros effort de concentration. Concentration, c'est un gros problème en compétition. Je pense que justement les joueurs de 1re catégorie, c'est ce qu'ils ont, eux, en plus des joueurs de 3e, 2e, c'est qu'ils réussissent à rester concentrés. Si un match dure 2 heures, par exemple, ils réussissent à se concentrer et à rester jusqu'à la fin du match comme ça. Je crois que le billard, quand on commence à l'approfondir un petit peu, à le travailler, je crois pas qu'on s'arrête. Je connais très peu de joueurs je vois ici tous les joueurs de billard, il y en a beaucoup qui sont âgés, ça fait 30, 40 ans qu'ils jouent et ils s'arrêtent pas. Donc je pense pas que je m'arrêterai un jour, à mon avis non. Merci. On ne rentre pas, on ne circule pas comme on veut à l'intérieur du chantier. De jour comme de nuit, la sûreté effectue un certain nombre de contrôles, aussi bien pour les entrées, les sorties, que pour les mouvements des personnes et des véhicules à l'intérieur de ce chantier. Ce travail de surveillance est de tous les instants et nous avons voulu vous faire partager l'avis de ceux qui font et qui sont la sûreté. Par son importance, son enjeu national, le chantier très médiatique peut être aussi une cible de menaces et de malveillance. C'est pour cette raison que des précautions très rigoureuses doivent être prises pour protéger le chantier et ceux qui y travaillent. Le chantier du tunnel est classé installation d'importance vitale pour le pays. C'est dire l'enjeu qu'il représente, son impact et sa valeur, ce qui implique cette série de mesures de contrôle quotidien et répétées. Des mesures imposant tout naturellement des contraintes qu'il faut comprendre et accepter. C'est pourquoi Monsieur Demazeux. Contrôle de passage, surveillance de la police de l'air et des frontières et ronde de nuit sont autant d'aspects de la sûreté sur le chantier.
Voici en images quelques instants partagés avec les anges gardiens nocturnes du terminal. Bon, c'est pour laisser radio, direction Fox pour faire le choix du cadre. Et les écoutes? Bon, contrôle bascule effectué, rien à signaler. Permission de pointage effectué, direction Bravo 2, terminé. Posté. À tout à l'heure, bonne ronde. Un SAS, 3 petites lettres qui font partie aussi des procédés de filtrage, comme ici, dans les bureaux de la rue Molien. Mais parfois le système est de mauvaise humeur et se venge de ses utilisateurs. Et ça donne ça. Bravo. On est bien. Croisé. Meilleur, derrière. Bonjour. Oh, ça de merde. Here's a little song I wrote. I want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Non, j'ai déjà les pauses déboîtées. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. C'est marrant. Be happy. Don't worry. Be happy now. C'est fini maintenant.
d'hommes se sont rassemblés. Les machines les plus performantes ont été mises en place pour permettre enfin la réalisation du tunnel sous la Manche. Au terme de ce projet, la France et l'Angleterre seront réunies par 50 km de tunnels, dont 37 sous la mer. Du côté français, le GIE Transmanche Construction est chargé d'en exécuter 19. 5 machines de forage appelées tunneliers ont été conçues spécialement pour ces travaux et attaquent la Crenne nuit et jour. En même temps qu'il creuse, le tunnelier pose des voussoirs en béton armé qui constituent une fois assemblés le revêtement du tunnel. L'assemblage de 3 voussoirs, 2 contre-clés et une clé forme un anneau. Ces anneaux s'ajouteront les uns aux autres au fur et à mesure de l'avancement des travaux et il en sera fabriqué ainsi plus de 220 000. Pour permettre l'approvisionnement à grande cadence des anneaux, il a fallu construire une usine de préfabrication sur le site même de Sangatte. Cette usine est équipée de machines les plus modernes de l'industrie du béton et peut produire 450 voussoirs par jour, dont les plus grands pèsent 8 tonnes. La fabrication des voussoirs réunit dans un moule les armatures en acier et le béton. Une fois coulé, le moule est étuvé pour accélérer le durcissement du béton, puis les voussoirs sont stockés dehors où ils atteignent leur résistance définitive. L'usine se compose donc de 3 grandes parties. L'atelier d'armature, l'atelier de moulage et la zone de stockage. En début de chaîne, la centrale à béton produit le béton à une cadence de 120 mètres cubes à l'heure. Les silos d'une capacité de 20 000 tonnes garantissent la sécurité des approvisionnements en agrégats et en ciment. C'est un béton de très haute qualité, dont la composition a été longuement étudiée pour assurer la pérennité de l'ouvrage. Un laboratoire contrôle sur place la qualité rigoureuse des matériaux employés. Ce béton est ensuite acheminé depuis la centrale vers les postes de bétonnage situés dans l'atelier de moulage. 2 bennes aériennes programmables alimentent ainsi les chaînes des 1000 m3 quotidiens nécessaires. L'atelier d'armature est également équipé de machines entièrement automatisées. Les fils d'acier arrivent par bobine, puis sont déroulés et dressés en barre droite. Ces barres sont assemblées en treillis, qui ensuite sont automatiquement soudées sur des gabarits tournants et constituent la cage d'armature du voussoir. Il ne reste qu'à compléter la cage par des renforts et des découpes faites manuellement sur une chaîne de transfert continue. Ce sont ainsi 70 tonnes de cages d'armature qui seront produites journellement dans cet atelier. Et revoyons le fonctionnement de la chaîne plus en détail.
Les 5 chaînes de l'atelier de moulage fonctionnent en continu et forment un cycle permanent avec les autres ateliers. 44 moules se déplacent ainsi en permanence sur chaque chaîne, actionnés par un chariot transbordeur à chaque extrémité. Sur les lignes de travail se déroulent à une cadence régulière différentes opérations. Préparation et nettoyage des moules, où l'on met un poids d'honneur sur la propreté et le soin, ce qui contribuera à la qualité finale du voussoir. Les cages d'armature arrivent par chariot automatique sur les chaînes et sont introduites dans les moules au millimètre près. Les moules passent ensuite au poste de bétonnage où en quelques minutes, 4 mètres cubes de béton sont coulés et puissamment vibrés. Le voussoir, dont la surface doit être parfaitement lisse, passe au surfaçage en machine puis à la main. Ce lissage manuel final, opéré avec beaucoup de soin, est la garantie d'une bonne étanchéité des voussoirs. Une fois rempli, le moule entre sur les lignes d'étuve, d'où il ressortira à l'autre extrémité, 8 heures plus tard. Sorti de l'étuve, le moule est ouvert, le voussoir extrait du moule, puis déposé sur une chaîne de transfert. Les pièces sont alors contrôlées, marquées d'un numéro et équipées de leurs joints de néoprène conçus pour résister jusqu'à 100 mètres de pression d'eau. Et la chaîne reprend son cours.
Les voussoirs sont ensuite acheminés à l'extérieur de l'atelier, puis repris et stockés en piles par pont roulant. Ces ponts, pilotés par ordinateur, gèrent un parc de 16 000 pièces et assemblent sur palette les anneaux complets que des fardis automoteurs livrent à l'entrée du puits. Les palettes vont ensuite être directement acheminées dans les tunnels. Trois postes fonctionnent ainsi nuit et jour pour produire un voussoir toutes les 3 minutes. Le temps des légendes est révolu, le tunnel sous la Manche est en marche. Il est l'œuvre d'une chaîne d'hommes organisés, motivés, qui ont entre leurs mains les techniques les plus modernes et auront contribué ainsi à donner une dimension nouvelle à l'Europe de demain. C'est ici, au puits de Sangatte, près de Calais, qu'ont démarré il y a 2 ans les travaux du tunnel sous la Manche, côté français. Fin 88, l'activité de cette gigantesque usine souterraine a redoublé d'intensité avec la livraison du 3e des grands tunneliers destinés au forage des tunnels ferroviaires, sous mer et sous terre. D'énormes machines de plusieurs centaines de tonnes qu'on a dû descendre en pièces détachées et assembler à 50 mètres de profondeur.
Leur tête rotative de 8,70 m de diamètre, avec son bouclier à molettes et dents coupantes, pèse à elle seule 400 tonnes. Les travaux de forage ont été engagés en 1988 dans le tunnel de service. Le 15 mai dernier, en France et en Angleterre, 18 km avaient déjà été forés, dont plus de 10 km sous la Manche. En France, la section sous terre entre le puits de Sangatte et le terminal de Coquelles a été définitivement percée à la fin du mois d'avril. Les travaux du tunnel de service soutiennent désormais des cadences industrielles. Ils ont permis de tester les techniques et de sonder les terrains pour préparer l'entrée en action des grands tunneliers ferroviaires. 5 d'entre eux sont déjà en service, dont 3 en France. En 1989, la mobilisation sera donc totale, sous terre comme sous mer, dans le tunnel de service, comme dans les tunnels de circulation, avec 10 tunneliers en activité. Dans certains tunnels, les équipages des tunneliers se relaient déjà 24 heures sur 24. Pour eux, un seul objectif: faire leur jonction sous la Manche avec les équipes anglaises fin 90 dans le tunnel de service et 1 an plus tard dans les 2 tunnels ferroviaires. En surface, on voit déjà sortir des chaînes de préfabrication de Sangatte des milliers de voussoirs en béton armé. Les 2 usines françaises et anglaises doivent en produire plusieurs centaines de milliers pour revêtir les 150 km des 3 tunnels. C'est aussi sur le littoral, près du port de Douvres, à 38 km de Sangatte à vol d'oiseau, qu'on a démarré le tunnel, sous la falaise Shakespeare. Comme en France, les travaux de forage sont menés simultanément sous la Manche en direction du continent et sous terre en direction du terminal de Folkestone à l'intérieur des terres. Ici, les conditions techniques sont très différentes. Impossible de creuser une usine souterraine comme à Sangatte. Il a fallu loger les installations de chantier sur un terre-plein au pied de la falaise Shakespeare. C'est sur cette plateforme que sont stockés tous les matériels et approvisionnements nécessaires aux travaux de forage. De là partent les convois ferroviaires qui desservent le chantier souterrain. On a creusé sous Shakespeare Cliff, à 40 mètres sous le niveau de la mer, un étonnant complexe souterrain avec 3 vastes gares de 500 mètres de long qui servent de chambre de montage pour les tunneliers et avec de multiples galeries d'accès et de liaison. Au total, 3 km d'ouvrages souterrains. On termine actuellement l'aménagement des dernières chambres de montage pour les tunneliers ferroviaires
d'énormes excavations de 10 mètres de hauteur. L'activité ne va cesser de s'intensifier avec la mise en service successive des derniers tunneliers ferroviaires d'ici la fin de l'année. « 4 millions de mètres cubes de déblais seront évacués des tunnels anglais et récupérés au fur et à mesure pour élargir la plateforme au pied de la falaise et gagner ainsi 45 hectares sur la mer. À 10 km de Shakespeare Cliff, le terminal de Foxton prend forme. Bulldozers et scrappers terrassent les 150 hectares de cette plateforme entièrement déblayée et consolidée. Les mêmes travaux sont en cours en France, où l'on achèvera cette année le terrassement des 700 hectares du terminal de Coquelles et de sa zone de développement. On a déjà démarré en France et en Angleterre la construction des premiers ouvrages d'art. Dans 4 ans, en 1993, ces 2 sites encore déserts aujourd'hui seront devenus 2 gigantesques complexes de transport. Nous sommes maintenant sur le terminal français de Coquelles, à quelques kilomètres du camp du Drap d'Or, là où Henri VIII et François Ier s'étaient rencontrés en 1520. Au pied des 2 rois et des géants des villes du Nord et du Pas-de-Calais, on attend que le tunnelier T4 effectue en direct le percement final du tunnel de service sous terre, la section de 3,2 km qui relie le puits de Sangatte au terminal de Coquelles. Ce tunnelier T4, qui est à moins de 3 mètres derrière la paroi, a jusqu'à présent accompli un parcours remarquable, toujours en avance sur son programme. Il a même réussi un exploit en forant 886 mètres de tunnel en un seul mois. L'opération finale ne devrait donc poser aucun problème. Et il coupe le ciseau. Bravo. Et on ne l'a pas répété. Merci. Merci Virginie. Et derrière donc se trouve eh bien, le T4. À son bord, le commandant. On peut entrer en relation avec vous, monsieur Gontier? Oui, je vous entends. Eh bien, allez-y. D'accord. Mettez en route. En route.
Et voilà, c'était le 27 avril dernier. Spectaculaire pour le public, cet événement constitue pour Eurotunnel un succès technique très encourageant. Je vous présente à côté de moi M. Landry, qui est le patron du T5, disciple éclairé de... Disciple éclairé de M. Nicolas, qui a eu la gentillesse de revenir nous voir aujourd'hui. Merci Christian Nicolas, madame. C'est donc Landry qui va donner le top de démarrage tout à l'heure. À vous Landry. Merci. Bon, je vais appeler la machine et je vais leur demander de commencer le démarrage. Là, les moteurs sont en route depuis quelques minutes. Je vais donc les appeler maintenant. Là. Maurice? Bon, ben c'est parti là. Hein. Alors, 2-3 cm minutes, là, et puis je te dis s'il faut avancer un petit peu plus fort. Tu me dis comment ça se comporte, hein? Oui, non, mais vous restez à l'appareil, là. Je reste à l'appareil. Ok, c'est parti, là.
tu continues comme ça, là. Ouais, ça commence à lâcher. Tu reviens à 5-6 cm, là. 5-6 d'avancement. Tu marches à combien, là? Reste comme ça. C'est effectivement une page, on peut le dire, de l'histoire qui se tourne aujourd'hui et en même temps une page du livre des records du chantier, des records du lien fixe et des records des tunnels. T5 est en effet détenteur d'un palmarès très impressionnant. Jugez-en plutôt. T5 a le record de la meilleure journée, 49 mètres 62. Mais c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. T5 a aussi le record de la meilleure semaine, 230 mètres, 61. Les meilleurs, parce que nous suivons ce ratio, les meilleurs 7 jours consécutifs. 252 mètres, 9 en 7 jours. T5 a le record du meilleur mois en tunnel ferroviaire avec 751 mètres et le record des 30 jours consécutifs, toujours dans les tunnels ferroviaires, avec 847 mètres. Et compte tenu du fait que le T6, qui va prendre la relève du T5, va attaquer dans le sens de la descente, on peut penser que ces records vont être battus. Et je tiens à vous féliciter tous ceux du T5, pour l'excellent travail que vous avez encore accompli. Et je vais, en japonais, remercier, comme c'est l'usage, nos amis de Mitsubishi. Mitsubishi no minasan arigato. T6 mo yoroshiku. Ce qui veut dire, en bon japonais, je remercie toute l'équipe de Mitsubishi et nous comptons sur votre collaboration pour le T6.